Alors, moi, je m'appelle Jean-Marie Vaucher. J'ai plusieurs parcours professionnels et puis associatifs. Je suis éducateur spécialisé et puis éduque de manière générale depuis les années, fin des années 80, début des années 90. Et j'ai jamais arrêté de l'être. Je suis toujours éducateur dans un foyer pour personnes adultes handicapées mentales qui travaillent en ESAT et il y a une partie de gens qui sont à la retraite. Donc, et j'ai pas de fonction de chef de service du tout. Je suis comme éduc. Je fais des levées, des soirées, des couchers, voilà. Depuis, alors l'APEI où je travaille, j'y travaille depuis 2004. Avant, j'ai eu un long passage en protection de l'enfance, en AMO judiciaire. D'accord. 5-6 ans, 5 ans, je crois. Et puis avant, j'ai eu un long passage en ITEP. Alors, ça s'appelait pas ITEP du tout à ce moment-là. Ça s'appelait c'est le CPP, Centre pédagogique et professionnel. Enfin, c'était un ITEP. Et moi, j'ai commencé comme éduc là-dedans. Et encore avant, je voulais pas du tout faire ce métier-là. Moi, je voulais être prof de gym ou guide de haute montagne. Donc, j'étais plutôt orienté sur la montagne. Et je suis arrivé après quelques années de vie à Chamonix où j'ai fait pas mal de montagnes, après avoir été moniteur d'escalade alors que le monitorat d'escalade n'existait pas encore. C'était le moment de la création de ce diplôme. Je bossais, on a monté des murs d'escalade sur Lons-sous-Saunier où j'habite. Et donc c'était le début, c'était pas très clair, il y avait pas vraiment c'était compliqué. En fait, j'ai eu le choix à un moment donné entre continuer là-dedans ou aller dans l'ITEP où on me proposait d'aller. Donc je suis allé en ITEP et puis j'ai fait ma formation dans un centre en cours d'emploi. D'accord. Donc le cours d'emploi, on travaillait, la formation d'éduc était diluée sur 4 ans au lieu de 3. Et puis, on faisait 3 semaines au boulot et puis une semaine en regroupement pendant 4 ans. Et on finissait éduc. Ça, c'est pour mon métier d'éduc. D'accord. Alors, j'ai un autre métier qui est un métier de formateur et que j'exerce depuis 2004-2005 à peu près. Un métier de formateur, c'est un peu compliqué parce qu'on ne devient pas formateur comme ça. Il faut formateur indépendant. Donc moi, c'est Joseph Rouzel qui m'a mis le pied à l'étrier en me proposant de travailler dans son centre de formation Psychasoc, où j'ai travaillé longtemps. Alors j'intervenais quelques semaines par an, mais sur des formations beaucoup autour de la loi 2002. Joseph, il est psychanalyste, lui. Donc, il faisait tout un tas de trucs sur la psychose, avec une orientation et une porte d'entrée qui était plutôt psychanalytique. Et puis moi, j'étais éduc, donc j'avais plutôt une porte d'entrée qui était juridique, tout ce qui touchait à la loi de 2002, et puis pratico-pratique, donc les écrits professionnels, le projet personnalisé, qu'est-ce que je faisais encore pas mal, le quotidien éducatif, toutes ces choses-là. J'ai été pendant très longtemps chez Joseph. Exclusivement d'abord, puis après j'ai passé parce qu'il y a tout un tas de certifications qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui j'ai presque toutes les certifications possibles, autant qu'un centre de formation comme un IRTS classique. D'ailleurs c'est assez curieux. Mais voilà, j'ai passé toutes ces certifications-là, sauf la dernière qui s'appelle Calliope, où là, il y a vraiment quelqu'un qui vient vous auditionner chez vous. Et moi, j'ai pas du tout envie que quelqu'un vienne dans ma chambre pour fouiller dans mes cartons qui sont sous mon lit, donc ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Maintenant, les procédures sont assez claires. Je suis pas inquiet du tout. Et c'est un label. C'est ce qui ouvre la porte pour des financements qui sont des financements publics, si on veut intervenir dans un département ou dans une collectivité territoriale. Donc là, moi, j'en ai pas besoin directement. Et puis quand j'en ai besoin, je me fais porter par l'école de la protection de l'enfance, qui est un centre de formation qu'on a créé avec mon ami Thierry Arnoux, qui est formateur à Brest, avec Marie-Paul Martin-Blachet, qui est médecin, qui est retraité maintenant, qui a été celle qui a conduit la conférence de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant.
Et puis avec Karine Sangor, qui est la directrice d'une société qui s'appelle l'Action Sociale, qui organise 4 choses, qui est une société d'édition. Ils ont le journal des acteurs sociaux, le bulletin de la protection de l'enfance. Ils organisent des événements aussi, dont un événement important qui s'appelle les Assises de la protection de l'enfance, qui regroupe à peu près 2000 personnes chaque année. C'est un gros truc, les ministres viennent, enfin voilà, c'est un gros événement. On organise aussi des conférences en cours d'année régulièrement. Et puis, dernière chose, c'est l'école de la protection de l'enfance. Dernière activité du truc. Voilà. Et puis après, j'ai tout un tas de choses associatives. J'ai été le président de l'ONES, l'Organisation nationale des EduxP, depuis sa création en 2009 jusqu'à sa dissolution au 31 décembre 2021. Parce que, alors c'est pas vraiment une dissolution pour être précis, c'est juste que j'ai pris acte du fait que ça faisait 2 ans qu'on n'arrivait pas à faire d'assemblée générale, qu'il n'y avait plus de bureau, il n'y avait plus que moi, donc à un moment donné il fallait mettre en sommeil le truc. C'était un peu faute de trouble, je m'en suis expliqué dans plein d'articles, bon je vais pas revenir dessus là, aujourd'hui, mais c'était à la fois, il y a des raisons un peu systémiques, il y a des raisons d'usure aussi, hein, il y a une question sociologique, les jeunes qui avaient lancé l'ONES, à un moment donné ils sont passés à autre chose. Et puis moi je me suis retrouvé un peu bombardé président de l'ONES parce qu'à ce moment-là j'étais parce que je publiais déjà des articles, j'écrivais déjà des choses, donc j'ai été sollicité par le Conseil supérieur du travail social en 2007, donc 2 ans avant la création de l'ONES, et donc j'ai siégé au Conseil supérieur du travail social depuis 2007, d'abord comme personne qualifiée. Puis le Conseil supérieur du travail social, il a changé de nom, il est devenu le Haut Conseil du travail social, et là j'y ai représenté la SOS. Là je la représente plus, mais c'est pas très grave. Je finis les travaux qui sont en cours, que j'ai engagés avec eux, et puis on verra la prochaine mandature. Là on arrive au bout du Haut Conseil du travail social, ça va être renouvelé dans quelques mois, donc on verra ce que ça donne. Et puis pour l'ONES, j'ai aussi un siège au Conseil national de la protection de l'enfance. Voilà, et après c'est tout. Et à côté de ça, j'ai 4 enfants, on est mariés. Voilà. Il y a une vie de famille, j'allais dire animée. Voilà, il y a plein de choses à faire au niveau familial. Ouais, je comprends, ben, merci beaucoup. Pour revenir au début, pourquoi la montagne, pourquoi éducateur spécialisé? Pourquoi la montagne? Alors ça, j'en sais rien. Pourquoi la montagne? Pourquoi on choisit la montagne? J'en sais rien. Au fond, j'en aurais aucune idée. En tout cas, ça vous a attiré. Bah oui, moi j'ai grandi dans un milieu de montagne, dans le Haut-Jura. Bah on le voit derrière moi d'ailleurs. Hein, c'est à peu près là où j'ai grandi. J'étais un peu dans le trou derrière moi. J'habitais à Saint-Claude, dans le trou qu'on voit derrière. Quoi. Et donc moi j'étais attiré par le fait de crapahuter dans les montagnes. J'adorais ça. Et puis j'adorais l'escalade aussi. Donc à un moment donné, j'ai eu l'envie d'en faire mon métier. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand c'est devenu mon activité professionnelle, j'étais jeune, hein, j'avais 24, 25 ans. Quand c'est devenu mon activité professionnelle, c'était un peu instable. Et puis pour être honnête, moi j'avais envie aussi de me fixer, puis d'avoir. Il y a un moment dans la vie, on a envie de se fixer, puis de sortir, d'aller à droite à gauche. Donc puis donc il y a eu cette opportunité qui était simplement une opportunité de contrat de travailler dans cette ITEP au départ. C'était juste, j'avais un CDD plus long, tout bête. Hein, et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas aller faire un CDD d'1 an au lieu de faire d'enquiller des petits CDD de quelques mois comme moniteur d'escalade à droite à gauche. C'était pas, voilà, j'avais envie d'avoir un appart un peu mieux. Enfin, j'avais besoin d'un peu de stabilité. Et puis j'ai trouvé ma femme dans l'ITEP en question. Donc à partir de là, le besoin de stabilité, il est devenu un peu plus fort. Et puis je suis resté au début à cause de ça. Et puis après, ben en fait, j'ai adoré ce métier. C'est-à-dire que là, moi, j'aurais pu faire d'autres métiers, mais c'est un métier que j'adore toujours. Qu'est-ce que vous adorez dedans? Ben, il y a plein de choses. En plus, je l'ai dit plein de fois, c'est des pratiques très très différentes. C'est-à-dire que le métier d'éduc en AMO, ça n'a rien à voir avec le métier d'éduc en foyer avec des personnes handicapées mentales. Ça n'a rien à voir avec le foyer de l'ITEP.
Et puis il y a des périodes de la vie. Moi, j'adorais le travail en ITEP parce que j'ai plein de possibilités. Le premier truc que j'ai fait en bossant à l'ITEP, c'est qu'on a fait l'ascension du Mont Blanc. Enfin, au bout de 2 ans quand même. On a fait l'ascension du Mont Blanc avec les gamins. C'était une chouette aventure. C'était vraiment très très sympa. Donc ça me permettait de lier un peu les deux et puis de proposer aux enfants quelque chose, une aventure qui soit un peu exceptionnelle. C'est-à-dire que quand exceptionnel, ce que je veux dire, c'est que même les gens ordinaires font pas. La phrase que m'avait dit un gamin, il m'a dit, tu vois, ça, on va essayer de le faire. D'ailleurs, j'ai la photo là sur mon bureau à côté, là, pas trop la voir, des enfants pendant l'ascension du Mont Blanc. Un gamin en redescendant, il m'avait dit, tu vois ça, c'est pas parce qu'on est cas sociaux, là même les gens normaux, ils le font pas. C'est beau. Et j'étais super fier de ce truc-là. Ça a été super difficile, hein, ça a été compliqué, difficile, il y a eu plein de problèmes, mais en attendant, j'étais très fier de cette ascension. Puis là, la phrase du jeune, là, était Samir, je crois, c'était. Je le vois là, sur la photo. Samir, il était tout content de dire, bah, tu vois, nous, on a fait quelque chose que même les gens ordinaires font pas. Et voilà, c'était marquant. Mais ça, c'était une période de ma vie qui était intéressante. Et puis les motivations d'intervenir en protection de l'enfance, c'était autre chose, c'était très différent. C'était surtout en AMO. Hein, là, on a l'impression d'intervenir vraiment dans la forge, je dirais, de ce qui va pas. Hein, ça, là, on intervient sur des moments de crise, dans des moments les plus compliqués, et souvent, l'action de l'éducateur, elle est assez déterminante pour l'enfant, donc c'est pas rien, c'est des moments de bascule. Moi, il y a des enfants que j'ai suivis en AMO, il y en a plusieurs que j'ai arrêtés en 2004. Il y a plusieurs gamins qui sont devenus adultes que je vois toujours. Et puis dans l'accompagnement des personnes adultes handicapées, c'est complètement différent, c'est du très long terme. Et puis au fond, peut-être ce qui est intéressant, c'est de se dire que même avec des personnes très 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 déficientes, il y en a certaines que j'accompagne qui n'ont pas accès à la parole, qui sont qui ont des déficiences très importantes, et en plus avec l'âge rien ne s'arrange. Et ben, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que ces personnes-là, finalement, c'est la même humanité que nous. C'est-à-dire qu'on est. Il y a un bouquin qui s'appelle Les Bienveillantes de Jonathan Little. Il commence par Frères humains. Et bon, alors là, lui, c'est pour parler des nazis, hein, donc c'est moins, voilà. Mais j'aime beaucoup ce début de cette introduction de livre, parce que au fond, c'est un peu de ça dont il s'agit. C'est quand on travaille avec des personnes qui sont très éloignées de nous en termes de déficience intellectuelle. C'est de retrouver, de se dire finalement c'est la même humanité, même quelqu'un qui est très 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 dégradé, c'est un frère humain, quoi. Et comment est-ce que je peux l'accompagner au mieux? Et comment est-ce que moi, dans tout ça, je peux me débrouiller pour qu'il soit le moins mal possible? Donc voilà, c'est des motivations qui sont différentes, mais j'ai pas le même âge que quand j'ai commencé, donc c'est peut-être ça. Oui, parce qu'on voit pas les mêmes choses, on n'a pas forcément la même maturité ou mentalité, elle évolue selon notre. Ouais, puis on a mal au dos, on n'a plus envie de faire le Mont Blanc avec les gamins. Il y a plein de choses aussi. Des années d'avoir fait. Si aujourd'hui je devais retourner en ITEP, je serais pas forcément super, alors que je l'ai quitté. Je pense que je l'ai quitté quand j'ai fini une phase. C'est-à-dire que il y a un moment donné, un métier, faut en faire un peu le tour, quoi. C'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'on est dans quelque chose, et puis à un moment donné, on en voit un peu le bout parce qu'on a essayé plein de choses, et puis on a envie d'évoluer sur d'autres domaines. Voilà, donc il y a pas de choses. Même je parle je vous ai dit, je m'occupe d'adultes handicapés depuis 2004. Au sein de la SOS où je bosse, j'ai fait plein de services. Je suis pas resté 20 ans dans le même service. Donc il y a des modalités, des manières d'intervenir, des modalités d'intervention qui sont différentes, qui peuvent être intéressantes à creuser. Et donc moi je sais pas si j'ai préféré quelque chose par rapport à autre chose. Il n'y a pas de. Moi je comprends. Ce qui est intéressant,
c'est de se dire, par exemple, moi, ça m'arrivait, alors je vais pas trop dire où, mais ça m'arrivait d'être dans des boîtes où j'étais pas à l'aise avec le cadre. Euh, et c'est pas mal de, quand ça va pas, c'est pas mal de se dire, bon, bah, finalement, je reste pas, et se le dire assez vite, en fait. Voilà, j'ai eu à certains moments il y a même eu des postes où j'ai été pris, où j'ai refusé d'aller. Euh, Parce que bon, je suis moins en recherche d'emploi parce que j'ai, voilà, il y a des moments, on a moins de, je suis pas si loin que ça de la retraite, hein, donc je suis moins dans un moment où je recherche à changer de boulot à tout prix. Mais il y a des moments où je me suis retrouvé dans ma vie professionnelle dans des environnements qui me convenaient pas. Et c'est pas toujours très simple à reconnaître déjà. Mais une fois que on s'en rend compte, bah, c'est bien de s'en aller, quoi. Et de pas rester dans quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise. Oui, comme ça, on gagne du temps, mais justement, par rapport à ces trois lieux, Ayomo, Ikat et ça, quelle est la plus grosse différence qu'on pourrait relever, que vous avez relevé? Bah, c'est des métiers qui ont rien à voir. Tiens, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais, alors j'ai fait de l'AMO et puis j'ai fini dans un département. Hein, j'ai travaillé dans une assoce et puis après j'ai fini dans un département. Pendant pas mal d'années, personne ne savait mon prénom. Pour tout le monde, j'étais Monsieur Untel, voilà. Quand je suis passé du jour au lendemain, c'était Riri, parce que ça n'arrivait pas à dire mon prénom, Jean-Marie, c'était trop long, donc c'était Riri. D'accord. Je me suis dit, ouais, ça allait plus vite. Euh, le rapport à l'autre était complètement différent. Alors, je dis pas que c'est ni un truc positif, ni un truc négatif, c'est un changement de posture. Et moi, ce qui me frappe toujours, alors je l'ai écrit, je l'ai dit, je l'ai encore dit au Conseil du travail social, parce qu'on est en train de faire un livre vert sur l'attractivité des métiers. Ah oui. J'ai rendu ma copie la semaine dernière, et puis là maintenant ça va, voilà, il y a tout un processus. Après, on retravaille les écrits, enfin, c'est des écritures collectives. En fait, les métiers sont complètement différents. Entre un métier je vais prendre un exemple un peu éloigné, enfin que j'ai tenu, hein, comme référent à l'aide sociale, référent ASE, Oui. un référent à l'aide sociale à l'enfance, hein, référent ASE, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mon passons, mais voilà, c'est l'éduc qui est référent des gamins qui sont placés, voilà, qui intervient au nom du département. Où en fait vous êtes dans une position un peu d'organisation du dispositif. Vous n'êtes pas en première ligne avec le gamin. Mais le directeur de la maison d'enfants à caractère social s'adresse à vous pour vous envoyer les rapports, les écrits. Vous êtes l'interlocuteur du juge, vous êtes l'interlocuteur de la famille, et puis éventuellement de la pédopsie. C'est à vous d'organiser un peu les choses. Vous êtes dans une pratique qui est la vôtre, une pratique essentiellement téléphone, bureau et puis quelques entretiens. Et c'est une pratique que moi j'ai exercée pendant pas mal de temps. C'est super intéressant parce que quand on connaît bien l'enfant, ça permet d'organiser les choses au mieux pour lui. On est vraiment une référence pour lui et ça permet d'organiser les choses pour lui dans la durée. Et c'est des postes qui sont super intéressants. Mais bon, en attendant, en termes de pratique et du quotidien, c'est très très différent de l'éduc d'internat qui arrive au boulot, qui fait un lever, son boulot, c'est quoi? C'est s'assurer que le lave-vaisselle fonctionne bien, de mettre la table et puis, ou de faire mettre la table, et puis ce que je fais là. J'ai fait un lever encore cette semaine. Il fallait que comme on est que en distanciel, j'ai quand même bossé. J'ai fait un lever hier matin. En distanciel? Pardon? Vous avez Ouais, fait un distanciel? La formation qu'on fait, là, c'est en distanciel parce que sur Paris, on peut pas. La protection de l'enfance, ça se passe à Paris. Mais avec le Covid, là, cette semaine-là, c'est pas possible. Je me suis arrangé avec mon collègue parce que j'avais un problème au boulot, donc j'ai accepté de faire un lever. Concrètement, pour revenir à votre question, ma pratique, c'est quoi? C'est de s'assurer que chacun soit là, que Didier, il ait son pain de mie parce qu'il peut pas manger ce qui est dur, de lui étaler le beurre et la tartine et qu'il fasse un petit
un petit déjeuner le mieux possible. Et puis voilà, on est c'est plus une nursing, on va dire. L'ordinateur, il est allumé parce que maintenant tout se passe par ordinateur, les consignes, les cahiers de liaison, tout passe par l'ordi. Mais à la rigueur, je le regarde comme ça en passant dans le bureau. Mais j'ai pas de bureau. Si, j'ai un bureau, mais le bureau, c'est le bureau de tout le monde. Et puis c'est pas le mien. Et puis tout le monde passe dedans. Donc c'est des pratiques qui concrètement sont très différentes. Et puis c'est des références théoriques et des références dans l'action qui sont très, très différentes. Quand j'intervenais en protection d'enfance, je devais me référer sans arrêt au cadre juridique de la protection d'enfance sur la question de l'autorité parentale. Mes actions, elles étaient très référées sur un cadre juridique. Là, je ne vais pas dire que je m'en fous, loin de là. La loi 2002, elle est importante, voilà. Mais n'empêche que quand je fais une tartine à Didier, il n'y a pas une loi qui me dit fais la tartine comme ci, comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des grands moments qui sont vraiment dans du nursing, dans de l'accompagnement. Par contre, j'ai besoin de beaucoup plus de connaissances médicales. Il y a des personnes qui ont des maladies particulières, il y a des vigilances à avoir, il y a des traitements compliqués, il y a des voilà. Donc les pratiques sont très différentes. Et c'est marrant parce que en formation, souvent, moi je suis obligé de traduire à des EduxP ce que disent d'autres EduxP. Parce que après un certain temps, ils se comprennent plus entre eux. Ah oui, et ça, c'est assez amusant à voir. Ouais. Parce que les mots changent. Je vais prendre un exemple très concret. On parle en formation de l'évaluation. D'accord ? Pour la moitié de la salle, les EduxP, ils pensent, pour ceux qui travaillent dans le médico-social. Pour eux, l'évaluation, c'est l'ANESM, c'est les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l'ANESM, c'est l'évaluation de l'établissement, c'est l'évaluation obligatoire interne puis externe de l'établissement, c'est le fonctionnement de l'établissement, comment est-ce au travers des recommandations, c'est le rapport d'évaluation interne, c'est le rapport d'évaluation externe, tout ça. De l'autre côté de la salle, on a des éducs qui s'occupent des mêmes gamins, d'ailleurs, des fois, mais qui vont être dans un département, par exemple, vont être fonctionnaires territoriaux. Et pour eux, l'évaluation, ça a deux sens. Soit c'est l'évaluation des difficultés de l'enfant, comment est-ce que je peux caractériser les difficultés de l'enfant, soit c'est mon évaluation personnelle, comme fonctionnaire qui va être évalué tous les 2 ans. Mais il ne leur vient à aucun moment l'idée qu'on puisse évaluer le fonctionnement du service du département. Donc, le mot évaluation, il va avoir des connotations, il va être entendu de manière très différente d'un côté ou de l'autre. Bon, je prends le mot évaluation, mais je pourrais en prendre plein d'autres. Il y a des tas de choses parce que petit à petit, le cadre évolue. Et finalement, comme on fonctionne de manière très très cloisonnée dans le travail social, on se réfère plus qu'à son cadre de travail précis de là où on bosse. C'est pour ça que c'est bien de changer. Quand il y a une discussion, des fois il faut rappeler le contexte du lieu où on travaille pour que l'autre comprenne. Voilà, ou il faut préciser le terme, il faut préciser le truc. Par exemple, si je reviens sur le mot évaluation, je me rappelle que d'un colloque, d'une conférence plutôt, où on était plusieurs à la table, et on devait parler d'évaluation, il n'y en a pas un qui parlait de la même évaluation. Donc c'était compliqué parce que on était même limite à s'engueuler parce que chacun était dans son truc, dans sa vision de l'évaluation. Et il y avait même un universitaire, pour ajouter, qui lui pensait évaluation. Comment est-ce qu'on évalue les universitaires en fonction du nombre d'articles qu'ils publient et tout ça. Ah oui. Et donc il aurait fallu qu'on se pose entre nous devant la salle, qu'on dise attends, on cause d'évaluation, de quoi on parle là? Et moi, j'ai expliqué mon évaluation, de laquelle je parle, parce qu'évidemment, l'universitaire n'avait aucune idée de qu'est-ce que ça peut être l'évaluation des établissements au sens de la loi de 2002. Et puis l'éducateur qui travaille, parce qu'on parle, moi j'étais plutôt dans l'idée mon propos c'est de parler de l'évaluation interne et externe, mais j'avais aucune idée, enfin je me doute, parce que là c'est quand même mon domaine de formation, mais je savais bien que l'éducateur qui parlait de l'évaluation des difficultés de l'enfant, il parlait encore d'autres choses. Et il se référait à Foldy, à des méthodologies d'évaluation, référentiel ESOP et compagnie. Et évidemment, entre tout ce monde-là, personne ne se comprenait parce que
il aurait vraiment fallu qu'on se pose entre nous avant, qu'on dise attends, de quoi qu'on cause, et pour éviter les malentendus. Donc le vocabulaire, il est plutôt la marque du morcellement du secteur et du fait que après la formation, les gens, ils appréhendent, vous allez voir ça dans vos stages, après la formation, les gens découvrent que dans un endroit, ben, on travaille de cette manière et que dans un autre endroit, on travaille d'une autre manière. Et c'est important de garder justement un espace de formation pour pas trop se laisser enfermer dans sa boîte. Des conseils à donner pour devenir éducateur spécialisé? Des conseils. Qu'est-ce que je dis à mes jeunes éducs, moi? Parce que j'en suis plein, hein, tous les ans, j'ai des stagiaires. Moi, je leur dis toujours, alors après, c'est ce que je leur dis comme accompagnant sur le terrain, hein, comme, je sais pas comment on appelle ça, maître de stage, quand voilà. Accompagnant, formateur terrain, tout ce qu'on veut. Moi, quand j'accueille un stagiaire, la première chose que je lui dis, ce que tu vas entendre, ce que tu vas voir, c'est pas ce que je vais voir moi. Parce que moi, je suis un vieux crouton avec des cheveux blancs. Les résidents, les personnes que j'accompagne, ça fait 20 ans que je les accompagne, je les connais, ou que je connais leur famille, ou que voilà, j'ai une certaine connaissance du public. Donc, il y a des choses qu'ils vont dire à moi, mais il y a des choses qu'ils diront jamais à moi. Et finalement, la manière de ce qu'on représente pour le jeune, enfin pour l'usager, j'aime pas ce mot-là, mais la personne qu'on accompagne, ce qu'on représente, c'est toujours incarné, c'est toujours en fonction de ce qu'on est. Et plus on a des points de vue différents, mieux c'est. Donc quand j'ai une petite stagiaire de 19 ans, 18 ans, et qui est toute mimi, qui est plus jeune que mes filles, et puis elle va nouer des relations avec les résidents ou avec les personnes qu'on accompagne, un certain type de relation, ben c'est super génial, parce que là, ce qu'elle va voir, c'est ce que je verrai pas. Et plus Joseph a des allégories, enfin explique ça donc, très bien, mieux que moi, donc plus on va avoir des points de vue différents. Joseph lui parle de l'étymologie du mot théorie, qui était à Athènes, la théoria, c'était la réunion le soir de tous les guetteurs qui observaient autour de la ville d'Athènes, à la fois ce qui se passait dans Athènes et ce qui se passait à l'extérieur. Évidemment, comme ils avaient des points de vue différents, eh ben, ils pouvaient quelque part localiser mieux, et puis ce que avait vu l'un, c'était pas ce qu'avait vu l'autre, et donc la mise en commun donnait une vision plus complète. Et moi, j'aime bien ce terme-là, j'aime bien cette manière de voir les choses. Donc, le premier truc que je donnerais comme conseil, c'est de se dire que, quelle que soit notre position, il n'y a pas un savoir qui tombe du ciel, il y a des relations qu'on entretient avec les usagers, et que c'est dans l'échange avec les collègues qu'on arrive à trouver des choses nouvelles. Le deuxième, après en entrant en formation, je vais pas vous dire d'ouvrir, de changer de boîte tout le temps, parce que c'est le moment où vous découvrez le métier. Mais après, aux jeunes éducs, je leur dis, mais ne vous laissez pas trop enfermer trop longtemps, changez de boîte. Au début, c'est bien de multiplier les expériences, parce que ça permet de connaître un peu les différentes réalités professionnelles, et puis de se faire un peu un avis sur là où on se sent le mieux. Et depuis le début, je vous dis, il y a un truc qui est important, c'est de se sentir, là où je me sens le mieux, ben je serai bien. Donc il y a par exemple, il y a un lieu de vie que j'adore, où Joseph intervient d'ailleurs, qui s'appelle la Bergeronnette, qui est pas très très loin d'ici. Je trouve que le boulot qui est fait est fabuleux. C'est un petit lieu de vie avec des enfants qui sont vraiment fracassés, mais moi, je me sentirais pas bien d'y intervenir maintenant, parce que j'ai 4 gamins, que j'ai des enfants qui sont plus grands, qui sont un peu partis, mais quand même des enfants qui sont à la maison. Et moi, je peux pas combiner ma vie de famille avec le rythme d'un lieu de vie. Donc, je serai assez vite, assez mal. Donc voilà, c'est tout un équilibre à trouver entre sa vie perso, la vie de boulot. Par contre, je dis pas que quand j'étais jeune, j'aurais pas aimé y travailler. Quand j'étais tout jeune, avec pas encore fixé familialement, je suis pas sûr que j'aurais pas. Je pense même que j'aurais adoré y bosser. Donc voilà, faut s'écouter. Puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a des endroits qui nous correspondent et puis d'autres qui ne correspondent pas. Juste une parenthèse, vous avez dit des enfants fracassés. Je peux laisser le mot ou je l'enlève? Oh bah bien sûr, ouais. Bon, je l'ai écrit, hein.
J'ai écrit dans des articles, là, il n'y a pas de problème. Oui, ben, fracassé par la vie, c'est pas un mauvais. Peut-être ça pourrait être un conseil, ça aussi. Faut pas s'interdire de penser. C'est-à-dire que j'écrirai pas un enfant fracassé dans un rapport au juge, par exemple. Jamais j'écrirai dans un rapport au juge, ce gamin est fracassé, c'est la catastrophe. N'empêche qu'à un moment donné, dans une discussion avec mon collègue, je l'ai dit, tiens, je l'ai dit, la dernière réunion clinique à laquelle j'ai participé comme éduc, c'est dans le début de semaine, j'ai parlé du parcours de vie d'une personne et j'ai dit, mais comment voulez-vous qu'elle soit pas fracassée après un parcours de vie comme ça? Il y a des moments où on pense et il y a le vocabulaire qui permet de penser, c'est pas péjoratif de dire fracassé. Hein, péjoratif, c'est si j'utilisais un terme dévalorisant. Voilà, si je jugeais dans le fait d'être fracassé par un parcours de vie, d'avoir subi de nombreuses épreuves, en soi, c'est pas péjoratif. Donc, faut pas s'interdire de penser. Il y a vraiment des termes. Les termes les plus simples sont souvent les plus justes. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a un auteur qui est super, qui est de Toulouse, qui a été directeur, peut-être bien le mettre de votre centre de formation, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Philippe Gabran. Voilà, Philippe, que j'aime bien. Et Philippe, il a eu un bouquin alors, moi, je taquine avec ça de temps en temps. Il a eu un livre qui s'appelait La relation éducative. Alors, je sais plus comment c'était, le titre a bougé, hein, plein de fois. Je cherche parce que j'ai ma bibliothèque devant moi. Je sais pas s'il est là aussi derrière. Bon, c'est pas grave. C'est un bouquin qu'il a écrit, parce que Philippe, il a écrit plein de bouquins. Attends, si, des fois, je les paume. Donc, juste pour dire, Philippe, il a écrit un bouquin qui parlait de relations éducatives. Et puis, comme ce bouquin marchait bien, il a été réédité à plusieurs reprises. Et maintenant, ça s'appelle Oser le verbe aimer en éducation. C'est le même livre. C'est Oser le verbe aimer. Et ça, Philippe, il l'aurait jamais écrit il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, et moi j'aime bien ce côté-là, et il est en train de dire, il faut s'autoriser à utiliser des mots simples. Pourquoi parler de relations éducatives quand en fait il s'agit d'amour? Alors d'amour, d'accord, pas d'amour sexuel où on couche avec les gens. Ça non. Une certaine affection qu'on peut avoir envers mais qui est une dimension affective. Alors Joseph, il va parler de transfert. Joseph Cauzel, il va parler de transfert. Les personnes qui sont, il y a une théorie psychologique que j'aime beaucoup qui s'appelle les théories de l'attachement. Ils vont développer la notion d'attachement, hein, Bowlby et compagnie. Et puis maintenant, il y a Anne Reynaud-Postel maintenant, par exemple, qui est quelqu'un de très intéressant là-dessus. Mais les référentiels récents en protection de l'enfance font tous référence à la théorie de l'attachement. C'est-à-dire qu'en partant de l'idée puis Cyrulnik aussi, hein, chez nous, en disant un enfant, il a besoin de s'attacher. C'est un besoin vital de s'attacher. C'est pas simplement c'est pas du transfert, c'est pas tout à fait du transfert comme pourrait le développer Lacan ou Joseph, mais en attendant, voilà, il y a un besoin d'attachement, un besoin de nourriture affective. Une nourriture affective, c'est un terme de Cyrulnik. Et ben, des nourritures affectives, on parle bien d'affect, et donc de temps en temps, on a des grandes discussions chez les éducs pour la bonne distance dans la relation éducative. Généralement, ça veut dire je me mets à distance et je veux pas parler de mes propres affects, mon propre contre-transfert. Ça, c'est pas du tout lacanien. J'espère que Joseph écoutera pas. Non, si. S'il peut. Mais c'est pas dans la rigueur lacanienne, mais bon, ça permet de dire les choses. Mon propre contre-transfert, c'est mes propres affects. Qu'est-ce que ce gamin, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais en entrée en formation, il y avait un type que j'adorais, qui écrivait dans Lien Social, et qui s'appelait Jean Cartry. Et Jean Cartry, il écrivait sous il avait un pseudo comme Philippe Gabran aussi, qui écrivait dans Lien Social à ce moment-là. Et Jean Cartry, il a publié 2 bouquins. Il a publié un bouquin un peu théorique qui s'appelle Les parents symboliques, et puis un bouquin plus pratique qui est Petite chronique d'une famille d'accueil. Et donc il racontait, lui, il était éduc en famille d'accueil dans un petit lieu de vie avec sa femme,
Et il racontait dans Lien Social toutes les semaines, c'était un peu, moi j'attendais de voir ça, la manière dont il s'était débrouillé, les difficultés concrètes qu'il avait rencontrées avec tel, les petites joies qu'il avait, les petits trucs du quotidien qui lui avaient fait plaisir, tout ça. Et moi j'adorais ce truc-là. Et un jour, il a écrit une chronique qu'il a mis d'ailleurs un peu à part dans son bouquin sur la petite chronique du famille d'accueil. Et cette chronique, elle s'appelait Je le hais. Et en fait, il s'est mis, il y avait un gamin qui était vraiment trop casse-pied, et il s'est mis dans son grenier, il s'est vraiment mis à l'écart, et il a écrit Je le hais. Et après, il a écrit en dessous la chronique, tu sentais que le truc, ça lui sortait par les trous de nez, il en pouvait plus. Et puis en fait, à la fin de la chronique, ça l'apaisait d'avoir pu dire de ça. C'est-à-dire que, et moi, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, mais oui, effectivement, on a le droit d'avoir des sentiments positifs, négatifs. On a le droit de dire, je le déteste, ce gamin. Pour peu qu'on le reconnaisse, pour peu qu'on se dise, comment ça se fait qu'un gamin se rende à ce point-là haïssable, puis pour peu que ça soit pas simple, qu'on l'écrive et parce qu'il vaut mieux se le dire et se l'écrire, voire le dire entre collègues, qu'est-ce qu'il est casse-pied, plutôt que de mettre en place des choses qui soient plutôt inconscientes et puis où on le met à l'écart, où on l'accompagne pas, parce qu'une fois qu'il l'a écrit, ce qu'il faut dire, c'est que Jean Cartier, une fois qu'il a écrit ce petit truc Je le hais, il a continué de s'en occuper, et très très bien, et pendant des années et des années. Il l'a pas lâché pour autant. Mais c'était important de lâcher à un moment donné ce truc-là. Donc les relations, les nourritures affectives, ça va dans le sens de ce qu'un enfant il a besoin. La question du contre-transfert, c'est-à-dire qu'est-ce que les enfants ils suscitent comme émotion chez nous ou les adultes, c'est important d'en parler. Et peut-être c'est un conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de pas trop se cacher derrière son petit doigt. C'est-à-dire que c'est normal et c'est bien et il faut le reconnaître, puis il faut le travailler. Enfin, il faut le travailler. Il faut déjà le reconnaître. Puis après, le stade d'après, on peut des fois se dire comment ça se fait que cette personne-là, elle nous met toujours dans cette situation-là. À mon boulot, il y a une personne qui se met toujours en position d'être détestable. Alors là, quand on commence à voir qu'il y a tout le monde qui est autour de ça, on peut se dire ah, là il y a quelque chose. C'est pas que mon ressenti personnel, c'est pas que moi qui ai du mal avec cette personne parce qu'elle vient toucher quelque chose, une fragilité, je sais pas quoi. Quand on commence à voir 5-6 personnes qui disent non mais qu'est-ce qu'elle est casse-pied celle-là, là on peut se dire ah là comment ça se fait, et là peut commencer un vrai boulot éducatif. Et donc si on le reconnaît pas, si on passe pas par ce moment où on reconnaît, qu'on est assez libre de le dire, on fait un boulot où on s'épuise. Oui, je comprends. Je vois que vous êtes membre du Haut Conseil du Travail Social. Ouais. Est-ce que vous pouvez en parler un peu de ce que c'est le Haut Conseil du Travail Social? Alors avant c'était le Conseil supérieur du travail social. Alors c'est un conseil qui est placé auprès du ministre des Affaires sociales. Et le but du jeu, c'est de travailler sur les politiques sociales. C'est-à-dire d'éclairer le ministre ou le gouvernement sur les politiques sociales d'aujourd'hui. Et le Haut Conseil du Travail Social, et avant le Conseil supérieur du Travail Social, il a changé de nom. J'y suis depuis 2007, donc entre-temps, il s'est passé pas mal de trucs. On a été, par exemple, très à la pointe sur la réforme des diplômes, c'est un diplôme que vous passez. On a beaucoup réfléchi dessus, même si on n'était pas directement les plus impactés. Moi, je me suis retrouvé à présenter le nouveau diplôme. J'ai beaucoup travaillé dessus et je me suis retrouvé à le présenter au moment où il est passé, puis où ça a été la mise en place du nouveau diplôme. Donc il y a des travaux comme ça. Là, on est en train de faire un livre vert sur l'attractivité des métiers. Donc, très concrètement, par exemple, ce boulot-là, c'est de faire c'est de faire un travail de recensement. Qu'est-ce qui fait que les métiers du travail social, c'est pas que EduxP, ça touche tout le travail social.
Le travail social, c'est 13 métiers canoniques, EduxP, assistante sociale, éduc jeunes enfants, voilà, conseiller en économie sociale et familiale. Il y en a 13 qui sont inscrits comme ça au Code de l'action sociale et des familles, et il y a 165 qualifications, maîtresse de maison, veilleur de nuit, pour les plus 165. Ça fait un gros paquet, hein. Et ça couvre à la fois l'intervention à domicile, les aides quand on a un parent qui est âgé et qu'on a besoin d'une aide à domicile, ben ça fait partie du travail social. Ça fait, il y a aussi tout le travail social du secteur dans un département, l'assistance sociale. Il y a aussi le médico-social, c'est-à-dire les établissements, les IME, les ITEP, tout ce bazar. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est de travailler, alors là, sur le livre vert, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour rendre plus attractif. Alors, je sais pas sur quoi ça va aboutir, hein, mais par exemple, notre boulot, là, c'est déjà de lister à quel point le travail social il est compliqué. Il y a 13 ou 14 conventions collectives différentes, par exemple, juste pour ce qu'on n'a pas forcément comme représentation quand on entre dans le métier. Il y a des cadres de travail, il y a du privé lucratif, il y a des gens qui sont fonctionnaires, il y a des gens qui sont dans le privé non lucratif. Il y a plein de domaines différents. Et donc, notre livre vert qu'on va rendre en mars, si j'ai bien compris, donc ça va être juste avant les élections, ça va être un peu chaud patate, je pense. Mais ça nous a été commandé par Macron, donc on va le rendre. Et ben c'est à la fois de faire un état des lieux, c'est-à-dire le travail social, il est comme ça. C'est aussi de faire un point sur ce qui va pas. Un truc tout con, dans beaucoup de conventions, la 66 et la 51 par exemple, le point il était bloqué depuis 20 ans. Donc le niveau, on voit pas ma main, le SMIC il monte comme ça, et puis le salaire il monte comme ça. Donc bah, il faut le dire à un moment donné, c'est-à-dire que ça participe de l'attractivité des métiers. Hein, s'il y a une perte de pouvoir d'achat pour les professionnels depuis 20 ans, bah, à un moment donné, donc c'est de dire ce qui va pas. Voilà, on fait la liste de tout ce qui va pas, et puis après on fait tout un paquet de propositions. Alors dans ce que j'ai, bah, par exemple, là, j'ai rendu ma copie lundi. Il y a la question des propositions de court terme, de moyen terme et de plus long terme. Voilà, c'est assez technique, hein, mais c'est un boulot c'est vraiment intéressant de bosser là-dessus. Et puis après, il y a eu des rapports que le Conseil supérieur du travail social a rendu, ou le HCTS, des rapports sur par exemple, quand on a parlé de la loi de 2002, eh ben, avant la loi de 2002, il y a eu des rapports de ce genre d'instance, c'était déjà le CSTS à l'époque, qui a nourri la loi de 2002. Hein, et généralement, quand il y a des grandes évolutions des textes de loi, eh ben, il y a tout un tas de rapports qui précèdent, qui disent attention, là il y a un truc qui va pas, il va falloir travailler là-dessus, et qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc c'est un travail qui est pas très, c'est pas très flashy, hein, parce qu'on n'est pas on n'est pas dans la lumière, hein, c'est pas un boulot où on passe à la télé ou quoi, mais c'est un boulot qui est vraiment intéressant parce que je crois qu'il a quand même de l'effet. Ça fonctionne, ça en fait bouger des petites choses, quoi. Voilà, c'est du long terme. Vous pouvez parler de la formation de Praxilab? Ah bah la formation Praxislab, c'est tout con. C'est quand j'étais formateur, après avoir quitté Thierry, après avoir quitté Joseph, enfin quitté, c'est pas tellement que j'ai quitté Joseph, c'est que il y a eu une réforme de la formation professionnelle qui a fait que l'activité de Joseph, elle a diminué beaucoup. C'est un peu effondré. Du coup, moi, Joseph m'a dit, bah, enfin, puis on était plusieurs, il nous a dit, bah, faut prendre un peu votre autonomie parce que je pourrais plus vous fournir autant de formation qu'avant. Donc bon, ok. Et puis j'avais un copain formateur à Brest, un ami d'enfance, et on s'est dit, ben en fait les deux, si je m'appelle Jean-Marie Boucher Formation, ça va pas attirer les gens. Il faut qu'on ait un nom d'enseigne. Donc on a créé ce truc Praxislab qui n'a zéro existence juridique, il n'existe pas, il n'y a pas c'est pas une structure, c'est pas un centre de formation, c'est rien du tout. C'est juste une étiquette.
qu'on s'est donné à nous deux. Parce qu'on s'est dit, en fait, nous deux, ben voilà, Thierry et Jean-Marie, eh ben ils vont être formateurs. Et on ne ressort cette étiquette que pas pour grand-chose. On la ressort parce qu'en fait, effectivement, elle répond à des fois, c'est un peu connu. Enfin, c'est des histoires d'être connu ou pas. Par exemple, Thierry est intervenu longtemps dans un établissement de protection de l'enfance, une grosse association de protection de l'enfance. Il a accompagné les équipes pendant un moment, puis après, il a plus pu. Donc, moi, j'ai pris la suite. Donc, d'un point de vue juridique, on a changé les contrats. C'était plus Thierry Arnoux Formation avec un numéro de formateur, avec un numéro Datadoc. Datadoc, c'est un label qui permet d'obtenir des financements. Donc avec tout ce bazar-là, c'était plus Thierry Arnoux formateur, c'était Jean-Marie Vaucher formateur. Mais c'était important que sur les factures et sur tous les documents, on mette Praxis Lab pour montrer aux financeurs de la formation qu'il y a une continuité entre les deux. Voilà, mais c'est que ça. Ce qu'on fait, c'est essentiellement maintenant être partie prenante de l'école de la protection de l'enfance. Ça nous occupe quand même. Le cursus, c'est quand même 280 heures sur l'année. Donc, c'est pas tout à fait rien. On les fait presque toutes les 280 heures. Ça nous occupe pas mal. Et puis après, on fait. Alors l'année dernière, l'activité. Moi, je sors l'étiquette, si vous voulez, je sors l'étiquette de temps en temps. J'ai fait une conférence sur l'évolution législative en protection de l'enfance à Bourg, je sais plus quand c'était fin novembre. Il y avait 200 personnes à peu près. J'ai mis l'étiquette Praxis Lab parce que les gens identifient, à force, ça fait 10 ans que ça existe, donc les gens ils identifient, ils disent tiens, bah Praxis Lab, mais en vrai c'est rien. C'est juste, c'est comme Psychasoc chez Joseph. Psychasoc, en soi, c'est rien. C'est Joseph Rouzel Formation. Le nom de la formation, c'est le numéro personnel de Joseph. C'est pas, voilà. Par rapport à la protection de l'enfance, qu'est-ce que le Conseil national de protection de l'enfance et qu'est-ce que vous y faites? Alors, bah, c'est la même. Alors, moi, je représente. Je siège aussi au CNPE. Alors, qu'est-ce que j'y fais? J'ai commencé par vouloir en sortir. Voilà, j'ai menacé d'en sortir. Enfin, non, j'ai dit que tant que la présidente serait là, je sortirais. Je ne siégerai pas. Et quand elle dégagerait, pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que le Conseil national de la protection de l'enfance, il a été créé après la loi de 2016 en protection de l'enfance et son ambition, c'est de coordonner les politiques départementales de protection de l'enfance, mais d'un point de vue national. Donc, par exemple, il y a une loi, la loi Taquet, qui est sortie de la commission mixte paritaire à l'Assemblée nationale cette semaine, le 11, avant-hier. Et ben, ce projet de loi Taquet, donc qui va réformer, qui va pas chambouler complètement la protection de l'enfance, mais qui va rajouter un petit truc à la protection de l'enfance, et ben redéfinit encore ce qu'est le Conseil national de la protection de l'enfance. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un pilotage national de la protection de l'enfance. Le reproche que je faisais à la présidente, c'est qu'elle se servait de sa place de présidente pour critiquer systématiquement le gouvernement. Alors moi, je suis très à l'aise avec le fait qu'on critique le gouvernement, il n'y a pas de souci. Je suis très très à l'aise avec ça. Simplement, là où je suis pas à l'aise, c'est que quand on utilise une étiquette d'un collectif et qu'on parle en son nom propre. Quand je voyais, je vais dire du mal un petit peu de lui, mais quand je voyais Eliès Loufoque qui intervenait dans les médias comme représentant du Conseil national de la protection de l'enfance, je trouvais que c'était biaisé, parce que soit il parle au nom du Conseil national de la protection de l'enfance, et à ce compte-là, il exprime un point de vue collectif, et dit, voilà, on a réfléchi ensemble, et finalement notre position, c'est celle-là. Mais ça ne peut pas être une étiquette qui est légitime, c'est-à-dire que moi, je ne m'exprime pas au nom du fait que je siège au CNPE. C'est mon avis de Jean-Marie Vaucher. Bon, ce que je fais au CNPE, c'est une chose, mais mon avis, c'est mon avis. Ça n'engage que moi, ça n'engage pas le Conseil national de la protection de l'enfance. Donc quand la présidente prenait des positions
très militante, que des fois je partageais, hein. C'était pas, elle disait pas que des conneries, mais c'est une question de possibilité de travailler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler sereinement dans une instance si la présidente prend des positions au nom de l'instance, c'est-à-dire que quelque part on lui sert de caution juste par rapport à ce qui lui passe par la tête. Alors dans ce qu'elle disait, il y avait des choses vraies, des choses pas vraies, des choses, mais en tout cas c'était toujours des choses qu'on n'avait pas discutées. Donc là c'est une question de méthode de travail, c'est-à-dire que moi j'avais rien à faire avec le fait que le CNPE, certaines positions de la présidente étaient ou de l'IS que je connais bien, hein, sont tout à fait légitimes. Et j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, moi j'ai le même avis. Par contre, je pouvais pas être dans une instance où on parlait en mon nom alors que j'avais même pas été informé. C'est pas une histoire d'ego, hein. C'est une histoire que sinon j'ai rien à y faire au Conseil national de la protection de l'enfance. Si c'est voilà, soit on travaille vraiment, voilà. Et puis il y a une réforme de la gouvernance. La présidente a sauté au bout d'un certain temps. Elle a été mise à l'écart. Elle y va plus d'ailleurs, hein, depuis qu'elle a été mise à l'écart. Elle n'y met plus du tout les pieds. L'IS n'y met plus du tout les pieds d'ailleurs non plus. C'est quoi l'IS? L'IS Choufok, c'est quelqu'un qui est beaucoup passé à la télé. Il y a eu des émissions sur France 2, L'Enfant de personne. C'est quelqu'un qui a écrit Dans l'enfer des foyers, c'est un ancien enfant placé qui a eu un parcours mais invraisemblable en protection de l'enfance. Nous, on l'a fait intervenir plusieurs fois à l'école, hein. Il a un parcours qui est terrible et il a, comme c'est quelqu'un qui est très engagé puis qui se démerde bien, il a un vrai discours politique, hein, derrière. Pour moi, ça me va, ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. En plus, un certain nombre de choses qu'il dit, moi, je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit. C'est des choses un peu techniques, mais quand il intervient en protection de l'enfance en disant, mais non de non, j'ai coûté 1 million d'euros à la société parce que j'étais placé de 0 à 18 ans, et alors que ma mère était malade mentale, elle faisait des crises, elle se roulait par terre quand elle me voyait. Et que le juge disait, et le psychiatre disait, mais il faut que cette maman, elle continue de voir son gamin parce que ça va la soigner. Et puis qu'elle a vécu quelques années, puis qu'elle est morte assez vite. Personne s'est demandé, le médicament, le petit liesse médicament, qu'est-ce que ça lui faisait à lui, hein, et donc, il a des vraies questions super intéressantes. Sauf que de où il parle, ça c'est un vieux sujet des vieux éducs. Les vieux éducs se demandaient toujours d'où tu parles, toi. Et c'est un bon réflexe, c'est de se dire d'où je parle. Ben, si je parle de ma place du Conseil national de la protection de l'enfance, ben je raconte des conneries aux gens. C'est pas le Conseil national de la protection de l'enfance qui parle pour moi, ça me légitime pas. Par contre, mon parcours de vie suffit à légitimer ça. Donc voilà, c'est pour ça que l'IS, j'étais pas d'accord avec lui sur cette manière de prendre la parole, mais après sur la parole qu'il prenait, j'étais d'accord. Et puis, enfin pas tout, je suis pas d'accord avec tout, mais je suis d'accord avec beaucoup de choses. Après, concrètement, le Conseil national de la protection de l'enfance, il a un boulot à faire sur l'orientation des politiques publiques. Là, je vous parlais de la loi Taquet. J'ai sous les yeux une analyse de la loi Taquet qui fait 48 pages. Voilà. Et où on a bossé dessus, on a donné des avis, et vraiment, les avis qu'on a donnés, là pour le coup, parce que ça a changé de gouvernance, c'était une connerie au départ, hein, le CNPE, c'est mal parti. Moi, je me suis réinvesti dedans quand ça s'est restructuré. Et il y a des vrais avis super intéressants qui sont parus. La loi Taquet, nous, on a dit pas mal de choses. On est intervenu, alors pas moi, mais plusieurs personnes du CNPE ont été auditionnées par les sénateurs et puis par les députés. Voilà, mais sur des prises de position collectives, encore une fois, c'est des remarques qu'on faisait tous ensemble. Donc là, c'était plutôt intéressant. Qu'est-ce qui vous a amené à la protection de l'enfance? D'abord, j'ai bossé quand même pas mal d'années. Et puis après, en fait, quand j'ai quitté la protection de l'enfance, ça m'a embêté de quitter la protection de l'enfance. Parce que je suis passé de la protection de l'enfance au handicap. J'aimais beaucoup
enfin, voilà, des fois, on a des deuils qu'on a du mal à faire, quoi. Alors que j'étais ravi, hein, de travailler dans le handicap aussi, hein. Moi, je suis jamais, enfin, depuis 2004, je suis pas reparti, hein. Mais j'aimais bien garder les deux pieds, en fait. Et puis le pied qui était plus dans le handicap. Et je trouve que c'est justement par rapport à ce qu'on a dit là sur les différences de point de vue, c'est super intéressant. C'est-à-dire d'avoir une activité protection de l'enfance, alors là, pour le coup, plutôt dans la formation, et puis une activité dans le handicap. Et en protection de l'enfance, moi je suis dans le comité de pilotage des assises à protection de l'enfance depuis 12 ans, un truc comme ça. Donc c'est pas beaucoup de travail, hein, c'est 2-3 visios de temps en temps, mais ça m'a permis de garder un pied dans ce domaine-là et en fait de jamais le lâcher vraiment. Et puis là maintenant, comme je suis formateur spécialisé là-dedans, c'est vrai que ça me donne plus de légitimité. Mais je trouve super intéressant de pas lâcher justement puis là, c'est plutôt une exigence de formateur. C'est-à-dire que quand vous êtes formateur, c'est bien d'avoir d'abord, c'est bien de ne pas lâcher le terrain. Oui. Je l'ai écrit dans le lien social il n'y a pas longtemps. Je trouve super important de ne pas lâcher le terrain. Je trouve que des formateurs qui savent pas ce que c'est que de faire un lever, qui ont perdu pied avec le terrain, c'est un vrai problème. Qui sont que dans une vision de théorique, c'est un vrai problème. Et puis, donc moi, je n'ai pas envie d'être un formateur comme ça, en tout cas. Certains le sont très bien, mais moi, ça ne me plaît pas. J'ai envie de rester sur le terrain. Et puis, j'ai envie d'être légitime pour parler des deux, c'est à la fois la protection de l'enfance et du handicap. Et si j'ai pas d'activité dans la protection, si j'ai pas maintenu un intérêt, une activité dans la protection de l'enfance, comment je peux en parler? Oui. Donc voilà, ça se nourrit l'un l'autre. Donc, mais oui, la protection de l'enfance en elle-même, oui, j'ai jamais lâché, quoi. On a une page, alors à l'ONES, on a une page, de toute façon, il y a un truc qui est pas mal, qui s'appelle WebMe. D'accord. Ça, c'est ce que je donne comme conseil à mes étudiants, ça. C'est Web, W-E-B, Mi, M-I-I. Ah, Et d'accord. c'est un agrégateur, alors c'est pas un site, hein, c'est un agrégateur de moteurs de recherche. Donc il va chercher partout. Alors quand on veut avoir un avis sur telle personne, on va là-dessus et ça va faire une recherche sur tous les réseaux, sur Facebook, LinkedIn, tout ce qu'on veut, sur la personne. Et puis aussi sur les articles, les publications, les choses comme ça. Donc moi, je ne vais pas dire tout ce qu'il y a plein de choses. Ben, le lien principal, c'est la page Facebook de l'ONES, parce qu'il ne reste plus que ça. Donc là, la page Facebook, moi, si tu veux, il Bah, suffit je la trouverai, oui. de demander à participer. On tape Organisation nationale des éducateurs spécialisés, et puis on a la page Facebook. Moi, je la modère encore. Enfin, on est plusieurs à modérer cette page, et puis ça m'arrive d'y intervenir. Après, moi, je suis plutôt dans la presse, c'est-à-dire que je participe à une chronique dans Lien Social, c'est Paroles de métier. D'accord. Donc, alors moi, j'ai pas trop le temps, donc ça me va bien. C'est une fois tous les 3-4 fois par an, quoi. Ils me demandent un petit article sur un thème en particulier. Le prochain qui va paraître, c'est sur le thème du silence. Voilà, il y en avait d'autres, enfin, je sais plus, j'en ai écrit 7, 8, 9, 10, je sais plus, enfin quelques-unes. Donc on est un paquet. Ce qui est intéressant, c'est on a une quinzaine de personnes. C'est pas un truc trop fatigant, ça ne prend pas trop d'énergie. Et puis on choisit à l'avance les thèmes et puis sur lesquels on veut parler. Puis quand ça tombe, ben voilà, on passe. Donc ça, c'est pour lien social. Après, je suis je suis encore un petit peu, mais j'ai très peu d'activité dans une revue qui s'appelle VST. C'est la revue des CMEA. Tiens, on a un exemple là, voilà, VST, D'accord. un truc des CMEA. Je suis dans le comité de rédaction. Alors très honnêtement, je suis d'assez loin ce qui s'y fait. J'aime beaucoup, hein, mais à un moment donné, 24 heures, ça fait que 24 heures. Hein. Ah oui, oui. Donc voilà. Ça m'est arrivé d'écrire aussi dans une revue plus grosse. Est-ce que j'en ai une? Ouais, j'en ai une là. Qui s'appelle Les Cahiers de l'actif. Ce serait sa gueule. Tiens. Les Cahiers de l'actif. Voilà, c'est une revue comme ça. Ah oui, mais j'en ai vu un petit.
Alors, il y en a, les cahiers de l'actif, c'est une revue qui est trimestrielle, c'est bien, c'est pas trop. Et de temps en temps, j'ai pas écrit beaucoup, mais de temps en temps, ça m'est arrivé d'écrire dedans. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des dossiers thématiques, donc ça oblige à vraiment bosser sur un thème. Donc moi, j'aime bien être sur ce genre de thématique un petit peu. Ben, c'est des gros articles, quoi. C'est pas une page. C'est structuré, c'est des grosses, des gros trucs. Et puis, alors Joseph, moi, quand il y a des livres collectifs qui sortent, il me demande toujours de participer, mais je me suis déjà planté. Ça m'est déjà arrivé de pas pouvoir écrire dedans parce que 24 heures, ça fait que 24 heures. Et puis on n'écrit pas des articles comme ça en 5 minutes, donc des fois ça passe un peu à la trappe. Mais bon, donc plutôt dans la presse, puis un peu moins dans les réseaux sociaux. Mais ça m'arrive d'écrire. Hein. Par exemple, il y a pas longtemps, il y a une histoire sur les réseaux sociaux. C'est Vincent. Alors, il a un pseudo, c'est Vincent Faraldi. C'est Vince Léduc, je sais pas quoi. Tu sais retrouver son nom à Vincent. Ouais, lui, c'est Vincent Faraldi, on est d'accord, mais son vrai nom. Il a une page qui était super intéressante. Et puis, c'est l'éducateur spécial Lisée. Voilà, c'est ça sa page. Et il lui est arrivé il n'y a pas longtemps des soucis, même des gros soucis, parce qu'il s'est fait licencier. Il était chef de service d'un service de prévention en Ardèche. Et le département a décidé de fermer le service. Je vais vous laisser. Merci à vous pour cet échange et merci encore, merci pour ce temps et à bientôt pour de nouvelles recherches ou informations. Ça marche. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.